Ma chère femme, dans quelques heures, ça y est, au Malou. Tous les gars autour de moi nourrissent les plus beaux espoirs. Le lieutenant a refusé de prendre sa permission pour être des nôtres. Cette fois, ce sera la dernière offensive. Si tu voyais le nombre de canons dont nous disposons, tu serais épaté. Les Boches n'ont qu'à bien se tenir. Demain, nous aurons enfoncé leur ligne. « 16 avril 1917, 6 heures du matin. Le printemps tarde à venir dans le nord de la France. Une pluie froide noie le chemin des Dames. Il va bientôt neiger sur tout le département de l'Aisne. Pourtant, tous les poilus qui montent à l'assaut ce jour-là en sont sûrs. Cette fois, ce sera la fin de la guerre. L'offensive décidée par le nouveau commandant en chef, le général Nivelle, doit tout emporter sur son passage. Depuis 5 jours, chaque minute, 533 obus ont été tirés sur les lignes allemandes. Plus d'1 million de poilus a été rassemblé sur un front d'une trentaine de kilomètres. Il y a là 17 corps d'armée, regroupant 56 divisions, dont 4 d'infanterie coloniale et 5 divisions de cavalerie. L'armée française va enfin pouvoir accomplir l'objectif qu'elle s'efforce d'atteindre depuis qu'elle a dû s'enterrer dans les tranchées à l'automne 1914, percer les défenses allemandes. Le haut commandement a déployé les grands moyens. Les escadrilles d'avions sont nombreuses et les premiers chars français vont rentrer dans la danse. La victoire semble assurée. Pourtant, dès le 16 avril 1917 à 14 h, l'attaque est définitivement enrayée. Le plan n'a pas fonctionné. Des milliers d'hommes sont tombés et des dizaines de milliers vont encore périr, car Nivelle, malgré sa promesse que l'offensive ne durerait que 24 à 48 heures, va persévérer. Obstination assassine, cause de mutinerie. Que s'est-il passé au chemin des Dames ce 16 avril 1917 et les jours qui suivirent? Pourquoi, malgré les moyens engagés et une formidable préparation d'artillerie, les poilus ont-ils échoué? Comment les Allemands sont-ils parvenus à les repousser? Journaliste et historien, j'ai voulu savoir ce qui s'était réellement passé au chemin des Dames. J'ai recueilli des témoignages. La Francis-Nivelle a été une catastrophe au niveau sanitaire. J'ai récolté des indices. C'est incroyable, il reste même des casques allemands. Des passionnés d'histoire vivante ont recréé pour moi les conditions des combats. Sur les lieux mêmes de l'affrontement, j'ai décrypté l'une des offensives les plus malheureuses de la Grande Guerre. La déception des poilus sera à la hauteur de l'espérance que cette grande attaque avait suscitée. Pour ceux qui en sont revenus vivants, cette inutile tragédie portera à tout jamais un nom charmant. La bataille du chemin des Dames. Lundi 16 avril 1917, 987e jour de conflit. Plus de 3 millions d'hommes des deux camps sont déjà morts. L'espoir d'une guerre courte n'est plus depuis longtemps qu'un souvenir. Les soldats français commencent à trouver le temps long. 3h30 du matin, les poilus en première ligne se réveillent, se préparent et gagnent leur position de départ. 10 jours auparavant, le 6 avril, le général Nivelle, nouveau chef d'état-major de l'armée française, est parvenu à convaincre le gouvernement de la pertinence de son plan. L'offensive, qui portera son nom à tout jamais, doit tenter de rompre le front allemand entre Soissons, Reims et Laon, plus précisément dans le département de l'Aisne. C'est là, au chemin des Dames, un plateau entre les vallées de l'Ailette et de l'Aisne, que Nivelle veut remporter la victoire décisive. Cette année s'annonce comme celle de tous les bouleversements.
Au mois de février 1917, dans les rues de Petrograd en Russie, la foule manifeste, réclame la paix et du pain pour ses enfants. L'émeute se transforme vite en révolution. En à peine 5 jours, le tsar Nicolas II doit abdiquer. La France est en passe de perdre un de ses alliés. L'Allemagne, elle, peut nourrir de grands espoirs. Si la Russie dépose les armes, la majorité des divisions du Kaiser, engagées sur le front oriental, pourraient être ramenées à l'ouest. L'heure est bien à la reprise de l'offensive. Les généraux Ludendorff et Hindenburg sont les nouveaux chefs du grand quartier général de l'armée allemande, 2 partisans de la guerre totale. D'ailleurs, depuis le 1er janvier, l'Allemagne a lancé ses meutes de sous-marins dans l'Atlantique. Elles attaquent tous les convois, prenant ainsi le risque de voir les États-Unis s'engager dans le conflit. Cela ne va pas tarder. Le jour même où le gouvernement français accepte le plan de Nivelle, le 6 avril 1917, le président américain Woodrow Wilson annonce l'entrée en guerre de son pays. L'espoir change de camp. Mais l'Amérique n'est pas encore prête à faire la guerre et ne le sera qu'à l'été 1918, après que des millions d'hommes aient été recrutés, formés, transférés en France, équipés et entraînés. Alors il faut vaincre, vite, et pour vaincre, il faut percer les lignes ennemies. Le lieutenant-colonel Rémy Porte est conseiller et référent histoire pour l'armée de terre. Mon colonel, quelle est la situation militaire en ce début d'année 1917? Alors, la situation est difficile pour les 2 alliances en lutte. Depuis que la guerre de position s'est installée à l'automne 1914, toutes les tentatives pour rompre le front ont été infructueuses, puisque les offensives d'Artois et de Champagne de 15 ont été des échecs. L'armée française a tenu à Verdun, mais l'offensive de la Somme est un demi-échec. Et donc, on ne voit pas de solution visible. Le découragement commence à gagner, le moral commence à baisser, d'autant que la situation économique, alimentaire, l'inflation, etc. est difficile à l'intérieur du pays. Et le grand quartier général a toujours cette envie de percer les lignes ennemies. Alors, Nivelle l'espère, hein. Il commettra une erreur de fond, il sera trop confiant. La méthode qu'il a employée sur un secteur étroit de front à Verdun, il pense pouvoir l'étendre à l'échelle de son offensive de 1917, et il commettra l'erreur de s'engager auprès de l'autorité politique, auprès du gouvernement, en promettant de ne pas recommencer l'erreur de la Somme. Si je ne perce pas dans les 48 heures, j'arrête. La grande offensive Nivelle doit avoir lieu au printemps 1917. Un événement inattendu devrait pourtant la remettre sérieusement en question. Entre le 15 et le 19 mars 1917, le général Ludendorff, chef du grand quartier général allemand, lance l'opération Alberich. Les troupes de Guillaume II se replient de façon méthodique derrière une ligne de défense fortifiée, la ligne Hindenburg. La nouvelle ligne de défense fait disparaître le saillant de Roye. Elle est presque droite entre Arras et Vailly-sur-Aisne. Elle passe par le canal du Nord, les faubourgs de Saint-Quentin, le massif de Saint-Gobain et se raccorde à l'ancien front près de Crouy. Le retrait allemand a été minutieusement préparé. Une puissante ligne fortifiée a été aménagée à partir de l'hiver 1916-1917. Dès le 21 février 1917, les habitants des villes et des villages sont contraints à l'exil en n'emportant qu'une seule valise par personne. Une fois les villages évacués, les soldats du Kaiser mettent en pratique la stratégie de la terre brûlée. Ils détruisent les maisons, les ponts et les carrefours, scient les arbres fruitiers, empoisonnent les puits et inondent certains champs. Le 17 mars 1917, ils dynamitent le donjon de l'un des plus beaux édifices médiévaux de la région, le château de Coucy. Mon colonel, comment expliquer le retrait des Allemands sur la ligne Hindenburg? Alors pour comprendre la situation à l'hiver 1916-1917 ou au début de l'année 1917, il faut revenir en fait à la fin de la guerre de mouvement
à l'automne 1914, lorsque les Allemands, qui se replient après la bataille de la Marne, s'arrêtent sur des positions qui leur sont géographiquement, topographiquement favorables. C'est-à-dire que généralement, ils s'arrêtent après avoir passé une rivière sur une hauteur, ce qui facilite la défense. Ces positions, qu'ils ont très solidement aménagées, sont restées à peu près stables pendant les 2 années de guerre qui ont suivi, 1915-1916. Et donc, après les échecs des offensives d'Artois et de Champagne en 1915, l'insuccès de l'offensive de la Somme en 1916, la grande région autour de Soissons, globalement, se retrouve comme une espèce d'énorme saillant à l'avant des lignes allemandes, ce qui exige énormément de troupes pour en assurer la défense, pour en assurer la protection. Et donc, pour économiser des troupes et se constituer des réserves, Hindenburg décide d'organiser très largement en arrière de ses positions une nouvelle ligne défensive. Et au tout début du printemps 1917, dans la plus grande discrétion, il fait se replier les armées allemandes sur cette nouvelle ligne défensive. La ligne Hindenburg est formée de 5 zones opérationnelles au nom tiré de la mythologie germanique. Du nord au sud, Wotan, Siegfried, Alberich, Brunhild, Kriemhild. La plus puissante de ces zones, Siegfried, réalisée en 5 mois seulement, est constituée de tranchées profondes et d'abris souterrains. Devant la première ligne, des ceintures de barbelés larges au minimum de 20 mètres. Les casemates de tir et les abris sont protégés par du béton armé et des plaques d'acier. 3 km environ devant la ligne principale se trouve une ligne d'avant-poste plus légèrement défendue, destinée à ralentir les troupes assaillantes. La zone de bataille proprement dite, profonde de 2 km, est couverte par un véritable barrage d'artillerie et de mitrailleuses. Des fossés anti-chars ont même été creusés devant les premières lignes. J'ai l'impression que les Alliés ne sont pas du tout au courant de ce retrait et de ses conséquences. Cette manœuvre en repli des armées impériales allemandes sur la ligne Hindenburg est à la fois très bien préparée et très bien conduite. Parce que les Allemands se préparent avec une vraie discrétion et surtout, au moment où les troupes commencent à évacuer le terrain, ils laissent à l'avant d'ultimes unités, de dernières unités qui font le coup de feu, quelques coups de canon, quelques coups de fusil, ce qui donne l'illusion que les lignes sont toujours occupées et ces dernières troupes ne se replient qu'au dernier moment. Ce retrait est une surprise pour les Alliés. C'est globalement une surprise pour les Alliés, oui. Les Alliés mettent même une semaine avant de réagir au retrait des forces allemandes. Pire encore, l'état-major français ne réalise pas que ce repli est un piège. Le général Nivelle tourne même l'événement à son avantage. Il affirme que l'ennemi est défait. Les Français doivent réaménager toutes les bases de départ de leur offensive sans situer exactement où se trouve la ligne de défense de leur adversaire. Mais Nivelle persiste et signe. Son plan prévoit que les troupes britanniques attaqueront dans le secteur d'Arras et Vimy à la fin du mois de mars 1917 pour atteindre Saint-Quentin. De leur côté, les Français lanceront une attaque quelques jours plus tard entre Soissons et Reims. Ils monteront à l'assaut du chemin des Dames, un escarpement de 20 km de long, s'étirant de Craonne, à l'est, au moulin de Lafaux, situé sur la route reliant Soissons à Laon. Ils devront prendre Laon le jour même, puis atteindre la Somme au bout de 4 jours. Il suffit de survoler le chemin des Dames pour comprendre l'épreuve qui attend les poilus ce 16 avril 1917. Le plateau est là, sous mes yeux, 150 mètres au-dessus des positions de départ françaises. C'est pourtant cette crête qu'il faudra atteindre en gravissant une pente sur laquelle les Allemands sont solidement accrochés. Le chemin des Dames n'est pas une petite colline. C'est un château fort, surplombant la vallée de l'Aisne. Pourquoi les Français réussiraient-ils à percer ici, alors même que toutes les offensives précédentes ont échoué? Nivelle est un artilleur.
il est persuadé d'avoir établi la stratégie idéale pour disloquer les défenses allemandes, enlever les deux premières lignes et exploiter la percée grâce à des unités restées en réserve. Son offensive repose d'abord sur une incroyable préparation d'artillerie. Elle sera précédée d'un bombardement massif des premières lignes allemandes. Nivelle a concentré ses forces sur un front d'une quarantaine de kilomètres. Il y a là près d'1 million d'hommes, dont 850 000 combattants. L'artillerie a été mobilisée. Plus de 5000 pièces ont été rassemblées dans le secteur, un canon tous les 13 mètres. Il y a là près de 2000 pièces de gros calibre, 220, 280 et 320 mm. Le reste est constitué de canons de 155, 120 et 75 mm. Approvisionné. Chargez. Ouvrez le feu. La plus célèbre des pièces d'artillerie à la disposition du général Nivelle est sans nul doute le canon de 75 mm, dont les batteries disposeront d'un stock de 23 millions d'obus. Mais Nivelle compte aussi sur la nouvelle artillerie lourde désormais disponible en nombre, qui pourra tirer plus loin que dans toutes les offensives précédentes. Elle permettra selon lui d'anéantir les positions de première ligne, d'interdire l'arrivée des renforts et de faire taire les canons allemands. Nivelle a décidé qu'après la préparation d'artillerie, les troupes d'infanterie progresseraient sous la protection d'un feu roulant. Ce barrage doit avancer de 100 mètres toutes les 3 minutes. 3 minutes, c'est aussi le temps dont disposeront les poilus pour parcourir la même distance. Ils devront gravir les pentes, réduire les résistances adverses tout en collant à ce mur de feu. Objectif, éviter que l'ennemi n'ait le temps de s'organiser après la fin du bombardement. Pour accompagner l'offensive, l'état-major souhaitait mobiliser 1000 avions de tous les types. Le 16 avril, il n'en aura que 131. Ils devront porter l'action loin dans les lignes allemandes. La fiabilité des appareils de l'époque reste pourtant assez aléatoire. Le général Nivelle prévoit aussi le déploiement d'une nouvelle arme, l'artillerie spéciale, en un mot, les premiers chars d'assaut français. Leur blindage doit permettre de franchir le No Man's Land, d'écraser les réseaux de fils de fer barbelés, de franchir les tranchées ennemies tout en détruisant les abris de mitrailleuses. Le premier à être mis en service, après de multiples essais, est le char Schneider, un monstre de 13 tonnes, suivi par le char Saint-Chamond. Les militaires hésitent encore sur le rôle de cette nouvelle arme. Les chars doivent-ils précéder l'infanterie ou lui fournir un appui en l'accompagnant? La doctrine d'emploi n'est pas encore réellement fixée. Le général Étienne, grand promoteur de l'arme blindée, pense que les chars doivent être engagés en masse importante. Pour Nivelle, comme pour la plupart des généraux de son temps, les chars sont avant tout un moyen de protéger et d'appuyer l'infanterie. Il va donc les cantonner à un rôle marginal, l'occupation des positions conquises. La préparation d'une offensive de cette envergure prend des semaines. Le plan établi par Nivelle s'est attaché à faciliter l'approvisionnement des troupes. Pour éviter que l'arrivée des renforts et l'évacuation des blessés ne provoquent des embouteillages au passage de l'Aisne, de nombreux ponts et passerelles ont été construits. Un vaste réseau de routes et de voies ferrées supplémentaires a également été mis en place. Pourtant, le secret entourant toute l'opération n'est pas très bien gardé. Est-ce que l'offensive Nivelle constitue une surprise pour les Allemands? Alors non, absolument pas. Tout d'abord, raison essentielle, l'importance de cette offensive fait qu'elle exige une énorme préparation. Et donc nécessairement,
pendant qu'on constitue dans l'immédiat arrière-front les stocks de munitions, qu'on met en place les batteries d'artillerie, que les troupes se rapprochent de la ligne d'engagement, ben, nécessairement les Allemands peuvent l'observer et s'en rendre compte. Ensuite, il a fallu repousser l'offensive à moins de reprises pour pouvoir agir en même temps que les Anglais, plus au nord, pour que les armées françaises soient correctement en position. Donc perte de temps, donc aussi diffusion de l'information. Ensuite, la nouvelle qu'une offensive va avoir lieu s'est répandue dans Paris et on en parle un petit peu partout. Les soldats l'écrivent dans leur famille, des officiers ne partent pas en permission parce qu'il va y avoir cette offensive, etc., etc. Donc il y a une espèce de bruit de fond, tout le monde sait que l'offensive va très bientôt commencer. Et puis les Allemands ont la chance de faire prisonnier un sous-officier français d'un régiment de Zouaves qui porte sur lui une partie des ordres de l'offensive. Et puis enfin, il suffit de regarder autour de nous. Les Allemands sont en position haute, ici. Les préparatifs français sont observables à l'œil. Sous leurs yeux, en fait. Sous leurs yeux. Ils sont sur un belvédère et ils regardent les Français venir vers eux. Exactement. Nivelle a promis qu'il stopperait l'offensive au bout de 24 heures, 48 heures maximum, si les objectifs ne sont pas atteints. Mais le généralissime croit-il sincèrement que les poilus atteindront les faubourgs de Laon au soir du 16 avril 1917 ? Héros des troupes coloniales, le général Mangin en est sûr. Dans ses directives du 16 avril, il écrit « L'aurore du lendemain doit voir le débouché de la cavalerie dans la plaine de Laon ». Ce 16 avril, les Français des 6e et 5e armées devront s'élancer en direction de la ligne de défense allemande, étayée par les forts de Condé et de la Malmaison. La 6e armée du général Mangin occupera le secteur ouest, alors que la 5e armée du général Mazel avancera sur le secteur est, pendant que la 10e armée du général Duchesne demeurera en réserve. Comme prévu, l'offensive Nivelle débute par une formidable préparation d'artillerie. Entre le 6 et le 16 avril, 5 millions d'obus de gros calibre sont expédiés sur les positions allemandes. En quelques heures, toute la végétation disparaît définitivement. Le paysage est lunaire. Après un siècle, la nature garde les cicatrices de ce bombardement dantesque. Plusieurs villages situés au milieu du champ de bataille sont rayés de la carte. C'est le cas de celui de Craonne, dont les ruines ont été enveloppées par la nature. Noël Janteur, agriculteur et ancien maire du nouveau village de Craonne, est l'héritier de cette terre bouleversée par la guerre. Là, il y avait un village avec 400 ou 500 habitants à l'époque. On a eu plus que ça, on a eu jusqu'à 1150 habitants. 700 avant la guerre, c'est le témoin de la force de destruction de l'homme. Ça. 700 habitants avant la guerre, à peu près, quoi. 30 après la guerre. En 4 ans, la violence de l'homme a rayé plusieurs villages, mais celui-là en particulier, ce qui fait que seulement 30 personnes sont revenues sur 700. 5% sont revenus. Vous voyez pas la violence que l'homme peut dégager. On sent encore des obus, mais incroyable. L'année dernière, j'ai sorti des 155 Français encore, qui ont été tirés, qui n'ont pas explosé. Vous voyez, et c'est ceux-là qui sont dangereux. Ce n'est pas les dépôts de munitions ici ou là où on les connaît qui sont dangereux, parce qu'on sait où ils sont. Mais c'est tous les obus qui ont été tirés, qui n'ont pas explosé, qui sont dangereux. Là, aujourd'hui, il y a plus d'acier dans le sol que de pierre. Exactement. Vous seriez surpris de voir. Ouais. Et ça me donne envie d'aller vous le montrer d'ailleurs. Ouais. Ça me donne envie d'aller vous le montrer. Ben, allons-y à ce moment-là. On est vraiment en plein cœur du champ de bataille. En plein cœur du champ de bataille. Donc vous allez voir le nombre d'obus qu'il a fallu qu'on tire sur cette terre-là pour ensemencer la terre d'éclats d'obus. J'en vois déjà, parce voilà. que ça, là... C'est une tête d'obus. Ça, c'est une tête d'obus. C'est une tête, oui, c'est une tête d'obus. Vous voyez, il y en a partout, il y en a partout. Ça en est. Ah oui, tout ça, c'en est.
Tout ça, c'en est, oui. Et à côté, il y en a encore un plus petit. Il y en a... C'est incroyable. Hein. Et regardez le poids. Regardez les éclats d'obus. Regardez. Ah oui, c'est tout ça, c'est tout ça. Tout ça, c'est des éclats En d'obus. fait, tout ce qui a l'aspect rougeoyant, ouais, voilà. là, il y a plus, on voit plus d'acier là que de cailloux en fait dans notre champ. Oui. Ah, si elle revient celle-là. Elle a passé là quand même. Et en plus de ça, au moment où on sort les éclats d'obus de votre terre, il se met à grêler comme il neigeait le 16 avril 1917. Exactement. Et en fin de compte, quand on regarde bien, c'est presque, comment dire, c'est presque un signe, si vous voulez, que la Terre nous donne. C'est-à-dire qu'ici, des corps, on n'en trouve plus. Ouais. Même presque sur l'ensemble de mon exploitation, des corps, on n'en trouve pratiquement plus. Le dernier qu'on a trouvé, on ne pouvait pas le sortir, il y a peut-être une douzaine d'années. La Terre la gardait avec lui, avec elle. Par contre, tout ce qui est guerrier, tout ce qui est fusil, tout ce qui est grenade, tout ce qui est obus, éclat d'obus, elle n'en veut pas, quoi. Elle n'en veut pas. Elle le rejette. Donc même elle en vomit, quoi. On pourrait dire presque elle en vomit. Ah, mais c'est dingue. Ah ben là, c'est de la folie, quoi. Chaque année, entre 10 et 20 tonnes de munitions non explosées émergent de cette terre. Les spécialistes estiment qu'il faudra un siècle encore avant que le sol n'ait recraché les derniers éclats de fer qui la souillent. Entre le 12 et le 15 avril 1917, l'artillerie française tire 533 obus par minute. Les poilus sont persuadés que les lignes allemandes sont anéanties lorsqu'ils montent à l'assaut, à l'aube du 16 avril. Ils se trompent. La réussite de cette attaque aurait exigé un rapport de force minimum de 3 assaillants contre 1 défenseur. L'exploitation d'un succès éventuel aurait par la suite réclamé un rapport de force de 5 contre 1. Dans la réalité, lors de l'offensive du 16 avril 1917, le ratio est quasiment à parité. Les Français sont loin d'être en supériorité numérique. Pire encore, les défenses allemandes n'ont été qu'égratignées par le bombardement. Les artilleurs français ont reçu l'ordre de pilonner une zone large d'une trentaine de kilomètres, trop étendue pour une concentration optimale des tirs. De plus, le mauvais temps a empêché toute observation des positions ennemies. Les Français n'ont repéré que 53 des 392 emplacements d'artillerie allemands. Les canons français ont tiré à l'aveugle sur un adversaire solidement fortifié. Dans certains secteurs, les poilus devront franchir 26 réseaux de barbelés avant d'atteindre les premières lignes allemandes, où les attendent les mitrailleuses, dont la célèbre MG 08-15, dont l'efficacité est telle que les usines d'Outre-Rhin en produiront 13 000 par mois à partir de septembre 1917. Pour les poilus, la surprise est d'autant plus cruelle que les Allemands sont littéralement accrochés aux pentes du chemin des Dames. Depuis bientôt 3 ans, les Français ont creusé des tranchées successives parallèles à la ligne de feu. De leur côté, les Allemands ont mis au point de nouveaux concepts. Les points d'appui fortifiés couvrent la zone à défendre. Les réseaux de fils de fer barbelés sont judicieusement placés pour canaliser les assaillants vers les mitrailleuses solidement retranchées dans des casemates bétonnées. Sur le chemin des Dames, ces points d'appui sont parfois reliés par des tunnels menant à des dépôts de munitions, des dortoirs profondément aménagés sous la surface du sol, à l'abri de l'artillerie. Ces réseaux souterrains permettent même de surgir sur les arrières des poilus en les prenant par surprise. Gilles Chauvin est le président de l'association Chemin des Dames,
Il est le gardien d'une carrière connue depuis le Moyen-Âge, Froidmont. Donc c'est une carrière qui a été occupée par les Allemands. Oui, ça fait partie des explications de l'échec de l'attaque du 16 avril. Ouais, parce que les Allemands étaient terrés ici. Ils étaient vraiment à l'abri des bombardements. Oui, là c'était un très très bon abri. Hein. Là c'est profond. Bah, là ça fait 7-8 mètres là. Et au plus profond de la carrière, on doit être à une vingtaine de mètres. C'est ce qui a fait que la carrière a tenu le coup. C'est quand même assez impressionnant comme descente. Hein. Oh. Ouais, ça descend droit. Hein. Je comprends que les Allemands soient protégés sous autant de masses de roches. Voilà. Là, maintenant, Super on est impressionnant. dedans. Et donc, les Allemands vivaient ici. Oui, oui, c'est un casernement. En fait, c'est un cheminement qui était fait pour traverser le plateau. Et le long de ce cheminement, il y a des casernements. D'après les archives allemandes, ils étaient 1100 plus 700, 1800 bonhommes à l'intérieur de la carrière. 1800 Allemands dans la carrière, ça veut dire qu'elle fait plusieurs hectares de... Ah oui, il y a une quarantaine d'hectares. Encore, on n'a pas tout... On ne peut pas tout faire, nous. On n'a pas tout fait encore. Donc en fait, la totalité du plateau, c'était du gruyère. Oui, c'est un gruyère. Il y a des traces encore de leur passage ici. Oui, tout à fait, on va les voir. Allez, je te suis. Parce que là, je dois avouer que pour moi, c'est un véritable labyrinthe. Hein. Donc, tu fais attention à ta tête parce que c'est pas toujours très haut de plafond. Il faut pas être claustrophobe. Hein. Non, c'est vrai, tu imagines le stress, le soldat qui est, lui, claustrophobe et qui doit se terrer là-dedans, sous les bombardements. Ben voilà, quoi, ça devait pas être une vie très agréable. Ah, mais il y a enfin, même, là, on est à l'abri, là, donc voilà. Ah, c'est incroyable, il reste même des... Ouais, c'est un casque allemand, là, qui est un peu... voilà. Un casque allemand. Il y a même une baïonnette allemande. Ouais, des baïonnettes, enfin voilà. Et beaucoup de bouteilles de vin. Hein. Ouais, du vin, oui, on a quand même retrouvé de la minérale Vasseur, mais généralement, les capsules étaient encore dessus, tu vois. D'accord. Voilà. Mais on a retrouvé des bouteilles, on était étonnés des bouteilles de bière, Cerveza de Maracaibo. En fait, c'était de la fabrication allemande pour l'Amérique du Sud, mais qui n'est jamais partie en Amérique du Sud et qui a été distribuée sur le front. Ici, sur le front. On boit beaucoup d'alcool sur le front. La gourde qui a été découpée, qui devait servir pour une bougie, certainement. Ça, c'est resté en place, en fait. Oui, oui, ça les crochets pour suspendre des quartiers de viande. Il faut protéger la bouffe aussi des rats, hein, donc tout ce qui est nourriture, on l'accroche le plus haut possible. Là, on est sur le cheminement et on va arriver près d'un casernement. Là. C'était quand même des conditions de vie assez Assez effroyables, finalement. Oui, mais par rapport aux Français qui sont dans la vallée, dans les tranchées là, en face, là, dans la boue, ici, ils sont au sec. Hein. Ils sont pas trop mal ici. Ça, c'est de la chaussure de fantassin allemand de 100 ans, ça se voit d'ailleurs. C'est vraiment des éléments de la vie quotidienne. Oui, en fait. ici, tu vois, un téléphone, là, un téléphone, ce qui reste du téléphone, derrière le Moser, là, et dans le Moser, on voit encore dans le magasin, il y a encore une cartouche qui est écrasée, qui est dedans. Une boîte de maquereaux allemande, là, avec, en français, bouillon sauce. Voilà, là, on va aller dans une petite chambrée, un sous-officier, ce genre de choses.
Parce que pour les soldats, il y a des grandes chambrées collectives. Mais Casque allemand. Voilà, casque allemand. Et puis il y a un petit réveil là. Ah, c'est marrant ça. Pardon, oui, regarde. Ah, tu vois, il a pris quelque chose, une balle, quelque chose là. Qui a été frappé la petite aiguille. Tordre l'aiguille. Tordre l'aiguille. Voilà, c'est dingue. Il y a des petits éléments de vie qui sont restés comme ça. Il y a des gourdes, toujours des récipients pour boire, et puis... une pipe, non? Une pipe, oui. Ah, il y a des inscriptions partout, ouais. Voilà, la petite niche du soldat allemand, du mousquetaire Kohn. Au-dessus, la devise latine, Ave César moriturite et salutant, tu vois, l'appréhension. Hein. Ave César, ceux qui vont mourir On te te salue, saluent. hein, tu vois. Et puis à droite, la décoration de la croix de fer. Et au milieu, la petite niche. Et Petite niche, comme un petit hôtel. Hein, alors, il a dû mettre une bougie. Oui, en fait, la certainement, trace pour noire, mettre- c'est la trace de la bougie. ouais, voilà. Ouais. C'est très émouvant, en fait. Et, ici, ils sont au repos, ils sont à l'abri, mais dès qu'on leur demande de sortir, ils sont exposés au combat, hein, au tir. Et la mort, elle peut très vite arriver. Hein. Donc, écoute, ils laissent la trace de leur passage, leur nom, etc. Ils sont à l'abri, là, ils sont au repos. Voilà, là, le stress doit descendre un petit peu, toi. Par contre, quand on leur demande de se préparer pour ressortir, là, l'adrénaline, ça doit commencer à remonter. Ouais. Comment l'infanterie française aurait-elle pu enfoncer les lignes d'un ennemi aussi solidement fortifié? Les premiers chars auraient-ils pu faire la différence? À la veille de l'offensive, 128 chars sont en position à l'arrière des lignes françaises. Les Schneider, équipés d'un canon de 75 mm et servis par un équipage de 6 hommes, tous volontaires, montent à l'assaut pour la première fois de l'histoire. C'est à l'est du chemin des Dames que se déroule la première intervention des chars de l'histoire française. Les 128 blindés sont répartis en 2 groupements. À l'ouest, le groupement Chaubez, composé de 48 chars. À l'est, le groupement Bossu et ses 80 chars. Partis à 6 heures après avoir perdu 8 des leurs pour des raisons mécaniques, les chars du groupement Chaubez se plantent devant la première ligne allemande dès 7h15, où ils sont pris à partie par l'artillerie ennemie. À l'ouest, engagés une demi-heure plus tard, les engins du groupement Bossu progressent en colonne sur la route Pont-Aver-Guignicourt. Vers 10h15, le premier char atteint la ferme du Choléra, où la colonne se fractionne en 2. À 11h, la deuxième ligne allemande est franchie, mais le commandant Bossu est tué. Quelques chars tentent alors de pousser vers la 3e ligne allemande, mais l'infanterie, elle, ne suit pas. Que s'est-il passé à Berry-au-Bac ce 16 avril 1917 ? Pour comprendre, je suis allé à la rencontre des équipages du char français Leclerc. Les tankistes du 2e escadron du 1er régiment de chasseurs basé à Verdun, dans la Meuse, ne se contentent pas d'être des cavaliers modernes. Ils connaissent aussi l'histoire de leurs armes. Le capitaine Clément, chef du 2e escadron, m'explique les raisons de l'échec du premier engagement des blindés. Mon capitaine, à Berry-au-Bac, en 1917, pendant l'offensive du chemin des Dames, les chars français, chars Schneider, ont été employés pour la première fois. Et ça n'a pas été vraiment une réussite. Comment on peut l'expliquer ? La raison principale, c'est que le char Schneider était utilisé en char d'accompagnement en infanterie. Il devait s'affranchir des réseaux de barbelés, pouvoir franchir les tranchées, et que les fantassins puissent franchir ces réseaux de tranchées tout en étant protégés par ces blindés. Et avec la faible vitesse du Schneider, le faible armement, il était vulnérable aux tirs ennemis, aux tirs d'artillerie ennemie.
Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce que le char reste un engin vulnérable? C'est moins le cas aujourd'hui puisque, prenons l'exemple du char Leclerc, ses atouts sont vraiment la rapidité, mobilité, puissance de feu, capacité d'observation avec des optiques puissants. Donc on est loin des premiers chars durant la bataille de Berry-au-Bac. Technologiquement, qu'est-ce qui a changé dans le char et puis aussi dans son emploi tactique entre 1917 et aujourd'hui? Technologiquement, vous avez des capacités d'observation qui sont quand même très importantes. Il peut tirer jusqu'à 4000 mètres, ce qui est pas donné au Schneider de 1917, si je puis dire. Puis vous avez la possibilité de tirer un grand nombre de coups en moins d'une minute avec son chargement automatique. Puis il y a sa vitesse. Vous voyez qu'il peut aller jusqu'à 70, plus de 80 km/h, tout en gardant une visée, une puissance de pointage qui est assez phénoménale. Si vous voulez, on peut prendre la symbolique du boxeur qui donne un coup droit, le coup direct, qui permet de mettre au sol son adversaire et l'adversaire ne se relève pas. Le char Leclerc, c'est ça. C'est très rapide, un coup, et l'ennemi ne peut pas se relever. Et ensuite, c'est l'infanterie qui ratisse ou qui réduit les poches de résistance. Au soir du 16 avril 1917, le bilan de l'engagement des chars est plus que mitigé. Sur les 720 officiers et hommes d'équipage de l'artillerie d'assaut, 180 ont été tués, blessés ou sont portés disparus. 52 chars ont été touchés par l'artillerie allemande, 21 ont été immobilisés à cause de panne ou après s'être enlisés. Pire encore, dans les airs, l'aviation n'a pas pu remplir les missions qui lui avaient été confiées. Pour accompagner l'offensive, l'état-major français a voulu mobiliser près d'1 millier d'avions de tous les types, notamment des appareils d'observation comme le Caudron G3. En réalité, le jour J, l'état-major n'est parvenu à réunir que 131 appareils. Les avions de chasse sont censés attaquer les lignes adverses. Mais une fois de plus, les Allemands ont eu connaissance de ce plan. Ils donnent comme instruction à leurs pilotes de se dérober et de harceler les appareils français par des attaques rapides, menées par de petits groupes de quelques unités. Pendant que les aviateurs français recherchent désespérément les appareils ennemis, au sol, les troupes sont privées de soutien aérien. Les avions du Kaiser en profitent pour lancer des raids sur les poilus, cloués dans leurs misérables trous d'obus. Les Allemands bombardent même des mortiers et certaines batteries d'artillerie françaises. En fin de journée, les gains de terrain sont minimes. L'objectif à atteindre au sud de Laon est encore loin. Les seules avancées véritables sont en fait réalisées en contrebas du plateau du chemin des Dames, entre Soupir et Chivy-les-Étouvelles, ou plus à l'est dans le secteur de la Ville-aux-Bois et celui de Loivre, au nord de Reims. Ailleurs, c'est-à-dire sur le plateau du chemin des Dames, entre Cerny-en-Lannoy et Craonne, les attaques françaises ont été repoussées. Le gain de terrain est ridicule. Les pertes, elles, sont considérables. En 24 heures, l'armée française a fait plusieurs milliers de prisonniers, mais vient aussi de perdre 43 000 hommes, dont 13 000 tués. Certaines unités ont vu disparaître le tiers et jusqu'à la moitié de leurs effectifs. Le sol détrempé a empêché le déplacement des canons qui devaient assurer le tir de barrage. L'artillerie lourde s'est avérée insuffisante. Les chars n'ont pas permis la percée tant attendue. L'aviation s'est révélée impuissante. L'offensive est un échec. Elle devrait être stoppée. Pourtant, elle va se poursuivre les jours suivants. Le mauvais temps gêne considérablement la progression des attaquants.
Comme à Verdun un an auparavant, les poilus se retrouvent dans un paysage lunaire, labouré par les obus, rendu impraticable par les intempéries. Le froid intense gèle les corps et les esprits. Les tirailleurs sénégalais, qui se sont entraînés sur la côte d'Azur après leur débarquement d'Afrique, souffrent terriblement. Sur les positions ennemies conquises, il n'y a aucun abri contre la grêle et les bourrasques de neige. Les munitions manquent, car les poilus, croyant que l'offensive serait un succès, se sont délestés d'une grande partie de leur bagage. Au soir du 16 avril, la terre avale les hommes, tel un ogre impossible à rassasier. Pire encore, dans les boyaux inondés, les hommes touchés par la mitraille ne peuvent être évacués. Fermier! Allez, allez! Là, tiens! On y va! Regardez! Ça va aller. À l'arrière du front, le service de santé est tout de suite débordé par l'afflux des blessés. L'hécatombe se transforme en désastre. Chirurgie! Regardier! Olivier Ourier est le président de l'association Mémoire de la Grande Guerre. Olivier, pendant les premières heures de l'offensive Nivelle, en avril 17, c'est vraiment l'hécatombe. Est-ce que le service sanitaire a bien fonctionné? Non, il n'a pas bien fonctionné. Parce qu'on a construit plusieurs hôpitaux aux alentours de la zone du chemin des Dômes. Il y avait 6 hôpitaux, sauf qu'au moment de l'offensive, ils n'étaient pas complètement terminés. Ce qui fait qu'ils avaient une capacité qui était vraiment sous-estimée. Oui! Celui-là, c'est en haut. T'as gagné un billet pour rentrer chez toi. Cardier, mon Cardier! Regardier! Faites le garrot vite fait, dépêchez-vous! Dans les premières heures, les hôpitaux étaient déjà saturés, ce qui fait qu'on ne savait plus traiter les blessés. Deuxième facteur, c'est que le temps n'était pas de la partie boue, neige, ce qui fait que ça rend très compliqué l'évacuation des blessés vers l'arrière. Infirmière, pansement de compression. Donc embouteillage dans les entrées des hôpitaux. Donc on a essayé, pour pallier à ça, de faire appel à des hommes dont ce n'était pas normalement la fonction, les territoriaux, des réservistes, des artilleurs. Ce qui fait que n'étant pas vraiment de la partie, ils ont traité les blessés comme ils pouvaient en les stockant dans différents endroits, des gares de triage, jusqu'à les oublier plusieurs jours. C'est fini pour lui, aumônier. Donc des gens sont morts comme ça, sans même voir un médecin et sans même être traités d'une part. Pourquoi le nombre des blessés n'avait pas été prévu initialement? Exactement. On a dû traiter plus de 10 fois plus de blessés qu'on avait prévu. Vite la morphine, vite! Allez. Passe! Allez, vite! Compresse! Ça a créé des cadences pour les médecins, les anesthésistes qui étaient limite de insupportables. Plus de 7 opérations à l'heure, ce qui donnait un taux de mortalité important. Hop! Évacuation! La Francis-Nivelle a été une catastrophe au niveau sanitaire. C'était vraiment l'enfer. C'était vraiment l'enfer. Les jours suivants, les combats se poursuivent sur toute la ligne de front. Entre le 16 et le 25 avril, l'armée française a perdu 134 000 hommes, dont 30 000 tués. Pourtant, Nivelle s'obstine encore. Il considérait que son offensive percerait le front allemand et qu'elle ne durerait que 24 heures, 48 heures maximum. Pour les poilus, une conclusion s'impose. Il a menti. Le 22 avril, Nivelle suspend temporairement toute offensive massive. Il réenvisage la situation et, pressé par le gouvernement Poincaré, commence par limoger le général Mangin. Pétain devient chef d'état-major. Sur le terrain, les poilus doivent désormais s'emparer de points précis
situé sur la crête du chemin des Dames, afin de mieux coordonner les pilonnages d'artillerie sur les lignes ennemies. La bataille des observatoires débute au mois de mai et va durer avec plus ou moins d'intensité pendant tout l'été 1917. Sur toute la ligne de front, Français et Allemands s'affrontent parfois jusqu'au corps à corps pour annexer quelques bouts de tranchées. On se bat à coups de pelle, de pioches, de grenades. Pour venir à bout des nombreux réduits ennemis, les poilus utilisent un nouveau fusil mitrailleur puissant, mis en dotation dans chaque compagnie d'infanterie au mois d'avril 1917, le Chauchat. Pendant des semaines, les deux belligérants lancent des raids pour tâter le terrain. La mort est l'invité d'honneur au bal macabre de ces coups de main audacieux. Les pièges et les tireurs d'élite sont partout. L'insécurité est permanente. Pour atteindre le plateau de Craonne, les Français du 34e régiment d'infanterie ont 200 mètres à parcourir. Ils vont mettre 36 heures. Une fois en position, ils restent 4 jours sous les bombardements allemands. C'est le carnage. Sur le plateau de La Faux, le 5 mai 1917, les blindés français sont engagés de nouveau. 32 chars Schneider et 16 nouveaux chars, les Saint-Chamond, pesant 23 tonnes, équipés d'un moteur de 90 chevaux, armés d'un canon de 75 mm, de 4 mitrailleuses et servis par 9 hommes d'équipage. De véritables monstres d'acier, mais hélas encore techniquement peu fiables. Les blindés ouvrent la voie à l'infanterie, nettoient les tranchées ennemies. Leur intervention permet surtout de franchir la rangée de blocos, constituant la première ligne allemande. L'affrontement va durer 2 jours et 12 chars seront mis hors de combat. Le 8 mai, toutes les offensives sont à nouveau suspendues. Le 15, Nivelle est remplacé par Pétain. Les combats, eux, se poursuivent. À la fin du mois de mai 1917, les premières lignes allemandes ont été investies. Au prix de pertes effroyables, les villages de La Faux, Vély, Hostel, Chavonne, Breil, Craonne sont pris à l'ennemi. Laon est encore très loin. Les poilus, eux, sont littéralement épuisés. Certaines unités refusent de remonter en ligne. Historien, Franck Wiltard est également chargé de mission pour le centenaire de la Grande Guerre au département de l'Aisne. Franck, à la fin du mois d'avril et plus encore au mois de mai se déroule dans l'armée française un certain nombre de mutineries. De quoi il s'agit très exactement? Eh bien, après 3 années de guerre, tu sais, Serge, les hommes n'en peuvent plus. Pour les vétérans de la bataille de la Marne, des batailles de la Somme ou de Verdun, le chemin des Dames devait être synonyme de victoire. Et au lieu de ça, ça a été une hécatombe, une grande défaite. Et puis, il y a le régime des permissions. On avait empêché aux hommes de partir à l'arrière. Et puis, certains n'ont pas vu leur femme depuis 6 mois. Et puis, tu sais, on est dans un contexte particulier au printemps 1917. Il y a eu la révolution en Russie, les hommes se sont aussi mutinés, ce qui offre des choix aux soldats français qui n'avaient pas avant. Et puis aussi, il y a la rumeur qui court partout à l'arrière-front. Le contact avec les civils, la presse fait que les rumeurs de répression, des grèves, on connaît les midinettes à Paris, les ouvrières qui seraient réprimées par des tirailleurs sénégalais, des anamites. Bref, tout se cristallise au mois de mai 1917 pour qu'une crise très très grave intervienne à l'arrière-front du chemin des Dames. Et ces mutineries, comment se traduisent-elles sur le terrain? Concrètement, quand on demande aux hommes de remonter aux tranchées, ils laissent les sacs à terre, les fusils sur les faisceaux et refusent de remonter. Certains hommes chantent l'Internationale, sortent les drapeaux rouges, on manifeste, parfois on moleste les officiers, et puis ça va jusqu'à des revendications de paix, de pacifisme, avec des pétitions qui sont signées parmi la troupe. On estime qu'à peu près 40 à 60 000 hommes ont été touchés de près ou de loin par les mutineries au mois de mai-avril 1917. Et comment ça va rentrer dans l'ordre? Pétain, qui est arrivé au commandement français depuis le 15 mai, en remplacement de Nivelle, va mettre en place un meilleur régime de permission d'abord, améliorer le quotidien du soldat, et puis après, la vague de répression est à la hauteur de l'ampleur des mutineries. Il va mettre en place une justice militaire
assez importante avec les conseils de guerre. Et il y a eu des centaines de condamnations, 450 condamnations à mort. 27 seulement, je dirais, heureusement, ont été exécutés, donc 27 soldats fusillés. Alors, il faut toujours mettre ce chiffre des 27 soldats fusillés pour cas de refus collectif, avec les 650 à 700 fusillés pendant toute la guerre. C'est quand même énorme. Mais 27 pour cas de mutinerie. Une répression aussi qui s'exerce avec des peines de prison et des condamnations, 1500 condamnations au bagne, notamment en Afrique du Nord. Finalement, une fois que la répression a remis la machine en ordre, la guerre, elle, continue. Et la bataille du chemin des dames, les combats sur le chemin des dames, eux aussi se poursuivent. Et la bataille, en effet, elle continue. Et c'est ce qu'on va appeler la bataille des observatoires. Pour la possession des points hauts du chemin des dames, Allemands et Français vont se batailler. Et notamment pour l'isthme d'Urteby, c'est-à-dire l'endroit le plus étroit du plateau du chemin des dames, là où il y a une ancienne carrière de pierre qui va devenir très célèbre, c'est la caverne du Dragon. Le 25 juin 1917, 2000 poilus reprennent aux Allemands la caverne du Dragon, à Oulch. Cette carrière de craie possède un fort intérêt stratégique. Sa position, proche de la ferme d'Urtebise, à l'endroit où la crête se réduit à une cinquantaine de mètres de large, permet de contrôler la partie orientale du plateau du chemin des dames. Située à 20 mètres sous terre et dotée de 7 entrées, la caverne du Dragon s'étend sur plus de 2 hectares. D'une longueur de 3,5 km, elle pouvait contenir 600 hommes. Les Allemands l'ont aménagée comme une véritable caserne, comprenant des postes de tir, un réseau d'électricité, des dortoirs, une chapelle, un puits, un poste de secours et même un cimetière. Un souterrain creusé après 1915 relie l'entrée nord, dite caverne du Dragon, à la caverne de la Creute au sud, permettant ainsi un déplacement à couvert. Yves Follen est historien et guide conférencier à la caverne du Dragon. Là, tu m'amènes dans les recoins secrets. Effectivement, ouais. On marche vers le tunnel nord. Donc ça, c'est le tunnel qui reliait l'entrée qui est sur le plateau à la Creute qui est derrière nous. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc là, il y a combien de mètres de galerie? D'après ce qu'on sait, 125 mètres de long, d'après le plan allemand que nous avons. Allons voir ça. Allons-y. Donc là, on est dans le tunnel nord. Il faut bien comprendre que les Allemands sont là pour tenir. Hein. Donc ça explique toutes ces fortifications. Hein. Ils ne veulent pas voir la guerre chez eux. Hein. Donc on s'installe, on met tous les moyens pour tenir. Et là, on est donc dans un tunnel qui a été creusé à la pique. Il faut imaginer ce qu'a pu voir ce tunnel avec les corvées. Les gars qui avancent, qui traînent les caisses de grenades pour aller stocker là-bas dans la Creute. Donc en fait, finalement, pendant que les Français rêvent de guerre de mouvement et de percer le front ennemi, les Allemands, eux, creusent, s'installent, s'enterrent, se cachent. Tenir. Le but, c'est de protéger aussi la ville de Laon, qui est un nœud ferroviaire stratégique pour la logistique allemande. Donc là, on est à 23 km de Laon, quoi. Voilà, tiens, regarde. Tu vois, ici, tu as encore les vestiges... Des pots de... Ce sont des grenades allemandes, ouais. Stihl-Handgranate, comme on dit. Ça n'a jamais été touché. Voilà, grenade à manche. C'est typique. Donc celles-ci sont particulièrement dangereuses. Tout à fait, ouais. On ne va pas y toucher. Impressionnant. Ouais, tout à fait. Et encore une fois, c'est un tunnel. Il faut imaginer tous les autres. Les Allemands se sont organisés pour tenir, mais ils perdent quand même la caverne du Dragon et la Creute le 25 juin 1917. Effectivement, bon, c'est pas si simple que ça. Hein. Attention, il faut savoir que déjà l'organisation française, pour prendre cette position, va être assez particulière. Déjà, on va balancer dans le sud de la carrière des gaz, 199 mètres cubes d'un gaz appelé le gaz colongite. Ça n'a pas d'effet puisqu'il y a énormément d'humidité à l'intérieur qui empêche la propagation des gaz. Un mur comme ça va bloquer les gaz. Par contre, au-dessus, ça tape. On sait que pour les 2 jours de bombardement, les Français balancent plus de 8000 obus. Donc ça va trembler. Les Français ont la chance qu'un obus lourd va détruire l'entrée nord, bloquée. Et les Français, avec des pertes et des combats violents, arrivent à passer au-dessus et à arriver sur le versant nord.
Là, les Allemands sont bloqués. Il y a à peu près, d'après ce qu'on sait, 180 soldats allemands ici, il y a des blessés. Ils se posent la question, que faire? Ils attendent des renforts, ils attendent une contre-attaque qui ne viendra pas. Et ils vont prendre contact avec des gars, des Français qui tenaient les sorties. Après discussion, les Allemands vont prendre la décision de se rendre. Attention, les combats sont violents, l'artillerie est là-haut. On perd, nous, Français, 582 hommes tués ou blessés. Ouais. C'est terrible. Mais pour l'état-major français, c'est une victoire. Donc là, la victoire arrive à point nommé. La presse française et l'état-major français vont monter ça en épingle. C'est sûr qu'il est mieux de dire on a pris la caverne du dragon que de prendre la ferme de la Creute ou la Creute. Donc il y a un côté mythologique. Voilà, une portée symbolique. Voilà, exactement, c'est ça. Hein. On fait appel à Saint-Michel qui tue le dragon, comme je dis souvent. Mais c'est ça, hein, voilà. On avance, on repousse les Allemands. Mais en fin de compte... un peu une opération de communication à certains égards. Exactement. Mais chère communication, ouais. vu ce qui est perdu. Hein. Ouais. En 2 mois d'offensive, du 16 avril au 25 juin 1917, les Français ont perdu un nombre incalculable d'hommes. Si important qu'à l'époque, personne ne peut fournir de décompte précis. Le chiffre total probable tourne autour de 200 000 tués, blessés ou disparus. Les pertes allemandes sont au moins du même ordre. Les 2 belligérants sont épuisés. Il est temps de repenser la façon de conduire cette guerre. C'est ce que le général Pétain va faire. Pétain va changer de stratégie. Il répète « J'attends les tanks et les Américains ». Mais le nouveau commandant en chef ne se contente pas d'attendre. Il veut aussi former ses soldats à l'emploi des armes nouvelles et il opte pour des attaques limitées, très bien préparées. La première est lancée le 23 octobre 1917 sur la partie ouest du chemin des Dames. C'est la bataille de la Malmaison. La ligne d'attaque s'étire sur une dizaine de kilomètres, de Vausaillon en passant par le moulin de Lafaux et la ferme de la Royère. Entre Vély et Lafaux, 2000 canons ont été concentrés. Ils disposent de 120 000 obus. Au centre du dispositif défensif allemand, le fort de la Malmaison, presque entièrement rasé pendant les combats. À partir du 17 octobre, les canons de tout calibre font pleuvoir sur l'ennemi un déluge de fer et de feu. C'est l'apocalypse. Cette fois, les poilus qui s'élancent à l'assaut le 23 octobre à 5h15 du matin sont parfaitement soutenus par 63 chars Schneider et Saint-Chamond. En 2 jours, les Allemands perdent 50 000 hommes, dont 8 000 tués et 30 000 blessés. Les Français ramènent dans leur ligne 11 500 prisonniers. C'est un indéniable succès tactique. Dès le 23 octobre, les forces françaises repoussent les Allemands de plusieurs kilomètres. Les 24 et 25 octobre, les troupes du comte Prince entament un repli permettant aux poilus de s'emparer du Mont des Singes, de Pinon, de Parny-Filin et d'atteindre les rives de l'Ailette, derrière lesquelles l'ennemi s'est replié. Entre le 31 octobre et le 1er novembre 1917, les Allemands abandonnent leur position sur le chemin des Dames et se replient derrière une nouvelle ligne de défense au nord de l'Ailette. Mon colonel, ici, on est au fort de la Malmaison, dont il ne reste pratiquement plus rien. Ça prouve à quel point il a été bombardé au mois d'octobre 1917. Est-ce que l'arrivée du général Pétain consacre une nouvelle manière de faire la guerre? Alors, plutôt que de parler d'une nouvelle manière de faire la guerre, je préfère parler d'une évolution. Et au moment où Pétain prend le commandement à la fin du printemps, au début de l'été 1917, on est à l'aboutissement d'une trajectoire qui a commencé dès l'automne 1914. Alors ça se traduit par 3 étapes successives, hein, en quelque sorte. Il y a d'une part un premier temps industriel, c'est-à-dire qu'on se rend très bien compte qu'il faut d'autres armements, de nouveaux armements, et ces armements, il faut les mettre en fabrication et ensuite les livrer aux unités. Ça va être l'aviation, mais aussi tout ce qui est motorisation, les convois automobiles, l'artillerie lourde, et puis l'armement individuel, l'armement d'infanterie, les fusils mitrailleurs, les lance-grenades, etc. Et puis, après avoir eu les matériels, il faut former les gens.
Et l'une des priorités de Pétain quand il prend son commandement, hein, c'est dans les directives de l'été 1917, c'est de remettre l'armée française à l'instruction. Et on entraîne les soldats à travailler ensemble avec les différents équipements. C'est la coopération des armes, c'est du travail interarmes, fantassins, artilleurs, aviation, de façon à ce que la combinaison des armes, la coordination des armes puisse produire les effets maximum. Par quoi ça se traduit véritablement sur le terrain dans la conduite de la guerre? Alors, la supériorité matérielle dont disposent maintenant les Français, les Alliés en général, les Français en particulier, et puis l'analyse que l'on a fait des offensives des années précédentes, conduit à abandonner définitivement cet assaut frontal brutal mais inutile et extrêmement meurtrier, au profit, dans un premier temps pour Pétain, de ce qu'on va appeler les offensives à objectif limité. La Malmaison en est l'exemple majeur, hein, des combats de 48-72 heures, extrêmement violents, extrêmement denses, mais où on s'arrête quand on a atteint l'objectif qui était fixé. Il s'agit aussi là de redonner le moral à la troupe et à la population dans le pays en témoignant de victoires. Voilà, l'armée française est capable de remporter à nouveau des victoires. Désormais, l'avenir appartient aux moteurs à explosion et à une nouvelle source d'énergie, le pétrole. Les morts de Champagne, de Verdun et du chemin des Dames ne vont pas peser très lourd dans le nouvel équilibre mondial. Le franc s'efface déjà derrière une devise d'avenir, le dollar. La Première Guerre mondiale n'est pas encore terminée, mais une puissance nouvelle émerge dans le concert des nations. Pétain a dit qu'il attendait les chars et les forces des États-Unis. Il ne croyait pas si bien dire. Le XXe siècle sera américain. Le 4 octobre 1917, la commission réunie par le gouvernement Painlevé pour entendre Nivelle sur son échec rend ses conclusions. Pour la préparation, comme pour l'exécution de l'offensive, le général Nivelle n'a pas été à la hauteur de la tâche qu'il avait assumée. Le commandant en chef déchu n'est pas sanctionné. Et au mois de décembre, il est nommé commandant des troupes d'Afrique du Nord. Chères femmes et chers parents et chers tous, je suis bien blessé. Espérons que ce ne sera rien. Élève bien les enfants, chère Lucie. Léopold t'aidera si je m'en sortais pas. J'ai la cuisse broyée et suis seul dans un trou d'obus. Je pense qu'on viendra bientôt me sortir. Ma dernière pensée va vers vous.